Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Célim Niederhofer et aujourd'hui, on accueille sur la chaîne Monsieur Olivier Roland. Si vous ne connaissez pas Olivier, je ne comprends pas que vous ne le connaissiez pas, 100 000. Je vous donne juste un chiffre, 100 000. Je vous explique ce chiffre, c'est quoi? Je viens de recevoir un communiqué de presse de sa maison d'édition, les éditions Le Duc, à Lizio. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Que Olivier a dépassé la barre symbolique, mythique et extrêmement dure à atteindre des 100 000 exemplaires vendus de son livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Olivier Roland, bonjour et bravo. Écoute, salut Céline, merci pour l'introduction. Ah, mais c'est normal, c'est normal. Quand tu es auteur, quand tu écris des livres, quand tu bosses dans le blogging, quand tu bosses sur le web, 100 000, c'est complètement fou. Et j'avais envie de revenir avec toi sur tout ce parcours, se refaire un peu une chronologie des étapes successives parce que parmi les spectateurs qui peuvent regarder cette chaîne, on a des copywriters, on a des auteurs, on a des écrivains en herbe aussi qui se posent la question: comment j'écris un best-seller? Alors, j'ai vu que tu avais sorti une super vidéo sur le sujet, donc je vous mettrai le lien dans la description. Olivier a déjà traité le sujet en long, en large, en travers. Mais j'aimerais bien revenir avec toi sur comment on démarre, comment on arrive à l'idée d'un livre, comment le livre papier, finalement, tu l'écris, comment il sort et comment quelques années plus tard, on ne révèle pas tout de suite, mais il y a du nouveau, il y a une nouvelle vie pour ce livre et on révélera ça dans la vidéo. Donc, accrochez-vous bien. Olivier, on remonte à quelle année? On remonte à 2007, 2008 pour tes débuts? Et mes débuts sur le web, ouais, c'est Ouais. ça, c'est fin 2007 ouais, que j'ai créé mon tout premier blog sur l'informatique qui n'a pas du tout marché. Alors, pourquoi tu lances ça sur l'informatique? Exactement. Pourquoi cette Bah, thématique et pourquoi le web? Pourquoi tu n'es pas allé bosser au McDo? ouais, déjà, moi j'étais déjà entrepreneur en 2007. Moi j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte qui était une boîte d'informatique. Comme j'étais très timide pendant l'adolescence, comme beaucoup de gens timides, je me suis plongé dans l'informatique parce que ça avait deux grandes qualités. Un, c'était un monde fascinant, complexe, où tu pouvais apprendre plein de choses. Et deux, ça ne demandait pas beaucoup d'interaction humaine. Donc pour les gens timides, c'est parfait, tu vois. J'ai développé des compétences et bon, j'étais quand même pas complètement asocial. Avec un ami, on s'est rendu compte que on était capable de réparer si tu veux, des problèmes qui paraissaient insurmontables aux gens et nous, on faisait ça d'un claquement de doigts. Donc, long story short, j'ai créé la boîte là-dedans. C'était une aventure extraordinaire. Ça m'a permis de m'échapper du système scolaire et de faire une belle carrière, j'ai envie de dire, d'entrepreneur et de bien gagner ma vie alors que j'ai un bac -2, tu vois. Ok. Mais bon, au bout de 5 ans, j'ai commencé j'avais 24 ans, j'ai commencé à vouloir un peu un meilleur équilibre dans ma vie, entre ma vie pro et perso, parce que comme beaucoup d'entrepreneurs, je travaillais 60-70 heures par semaine. Voilà, tu Et bossais c'est là que trop. Ok. bah oui, bon, c'est un peu la norme hein, dans l'entrepreneuriat. Je me suis rendu compte que cette boîte que j'avais créée pour devenir libre était en fait une prison que je m'étais construite pour moi-même. Puisque c'était ma seule source de revenus, je ne voyais pas comment diminuer mon temps de travail dans l'entreprise sans mettre la rentabilité en péril. Je ne voyais pas comment. Je ne pouvais pas l'arrêter, c'était ma seule source de revenus. En tant que gérant d'entreprise en France, je n'avais pas le droit au chômage, etc. etc. Et donc je me suis dit, zut, c'est quand même ballot. Je vois que je suis prisonnier de mon truc en fait. Et j'ai cherché une solution pendant des années. Et fin 2007, je tombe grâce à quelqu'un que tu connais, je pense, c'est Sébastien Knight, Sébastien le marketeur français, qui Exactement. me que je rencontre au Touquet un peu avant et qui me dit j'ai découvert un blog, c'est le blog de Steve Pavlina, tu devrais lire, c'est vraiment génial. Donc Steve Pavlina, c'était un blogueur extrêmement connu à l'époque aux États-Unis de développement personnel. Je découvre son blog qui est plein de pépites, notamment le fameux test de 30 jours. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, en tout cas, c'est lui qui l'a démocratisé. Donc, c'est cette idée que pendant 30 jours, on va tester un concept, une idée, une nouvelle manière de faire dans sa vie, qu'il a tiré du monde du shareware. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 90-2000, tu pouvais utiliser un logiciel pendant 30 jours et le payer après si tu l'appréciais. Et là, je découvre le monde du développement personnel et du blogging. Et c'est là que je me rends compte que le blogging, c'est pas juste un journal intime sur le web et que en fait, tu peux vraiment partager des choses inspirantes dessus. Du coup, je crée ce premier blog sur l'informatique parce que c'était ma compétence.
et que je voulais explorer ce monde-là. Aussi, ce qui m'avait motivé, c'est que Steve avait publié un article Comment gagner de l'argent avec son blog. Et à l'époque, il révélait qu'il gagnait genre 40 000 dollars par mois en travaillant quand il voulait, en parlant de sujets qui l'intéressent et en inspirant des milliers de personnes. Donc, je me suis dit, C'est ça. waouh, Ça, c'est mais les c'est chiffres qui font génial, rêver, quoi. quoi, hein. Ah Sur bah, l'époque, c'est vrai absolument. que c'est la source pour tout le monde. Parmi les grosses sources, je pense qu'on a tous commencé avec lui. Et puis, juste après, peut-être Tim Ferriss aussi, dans les deux gros Oui. qui ont marqué. Et Mark Manson aussi un peu. Alors, Un peu Mark Manson, je moins. ne le connaissais pas à l'époque. Ouais. Tim Ouais, Ferriss, bah, c'est un j'ai lu peu son après, ouais, livre ouais. quelque chose comme 6 mois après avoir découvert Steve Pavina. Donc, effectivement, c'était ensemble. Mark Manson, j'ai découvert bien des années après avec son livre Models que j'ai Bien beaucoup sûr. aimé. Puis, bien sûr, après, il est devenu ultra célèbre dans un domaine plus mainstream. Mais voilà. Donc, Canon. c'est pour ça que j'ai Donc créé ce là, premier blog. tu commences le premier blog. OK. Est-ce que tu en espérais des revenus? Est-ce que tu attendais quoi que ce soit là-dessus? C'était pour partager, c'était pour parler de ta passion ou en tête, tu avais déjà des modèles, tu avais déjà capté un peu, OK, je vais faire ça, je vais pouvoir générer des revenus là-dessus. Oui, alors moi, j'essaie toujours d'être gagnant sur plusieurs tableaux à la fois. Donc, je voulais à la fois faire quelque chose qui m'intéresse, apporter de la valeur et gagner de l'argent. De toute façon, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu la combinaison gagnante. Et le modèle que je suivais à l'époque, c'était celui de Steve Pavlina, qui en gros avait un trafic gigantesque et émettait de la pub AdSense, hein. Donc la pub de Google, quoi. Lui, il vendait pas de produits et tout ça, il capturait pas d'emails. Donc c'était le modèle un peu basique que je connaissais. Et donc, au bout de 6 mois de travail avec ce blog TechnoSmart, qui est toujours en ligne, hein, vous pouvez aller voir, je l'ai laissé en ligne pour montrer au monde ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Donc, au bout de 6 mois, j'ai gagné 16,38 €. Je me rappelle encore très bien de cette somme. 16,38 J'adore. € avec AdSense. Donc, tu peux. Voilà. Parfait. C'était, Donc, ma OK. foi, une belle somme. Ça m'a permis d'aller au cinéma. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec cette somme, mais bref. Donc, bon, c'était un peu raté, en tout cas, sur l'aspect business. Mais bon, 6 mois, tu dis, tu as investi 6 mois, 6 mois de temps. Et donc, après, j'ai créé mon deuxième blog qui, lui, a fonctionné. C'est Habitude Zen, qui est toujours d'ailleurs une qui est toujours en ligne traduction. aujourd'hui, bien sûr. Voilà, c'est une traduction du blog Zen Habits de Léo Babota. Et ça a commencé à bien marcher, mais j'étais frustré parce que ce n'était pas ma voix, en fait. Bon, ça m'a permis d'améliorer mon anglais. Puis j'ai appris plein de trucs sur le minimalisme en faisant ça. D'ailleurs, le blog est toujours en ligne. Aujourd'hui, c'est mon équipe qui s'occupe des traductions et tout ça. Mais du coup, je me suis mis en quête d'une troisième idée. Et bon, pour C'est ça, raccourcir un peu l'histoire, tu vois, j'ai mixé plein de choses. J'avais eu La semaine de 4 heures et The E-Myth de Michael Gerber, bien sûr. qui ont changé ma vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans, à savoir l'entrepreneuriat en un week-end, hein, en gros. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme erreur pendant ces 8 ans d'entrepreneur, de ma carrière d'entrepreneur, c'est que je ne lisais pas de livres de business. Énorme erreur, alors que pourtant j'adore lire, mais jamais j'ai eu l'idée, en fait. J'étais Tu aussi un lisais peu. quoi? Pardon de t'interrompre. Tu lisais quoi, Ben, du coup? je Tu lisais, lisais tu des livres de lisais pas? fiction, quoi. Ouais, Je lisais des OK. livres de fiction, surtout de science-fiction. J'étais un geek, hein. Et j'avais pas cette idée, ni même cette culture de lire des livres de business. Et bon, c'était aussi, j'ai péché un peu par arrogance parce que je me sentais tellement intelligent d'avoir créé ma boîte à 19 ans que j'avais l'impression, tu vois, que voilà, j'avais pas besoin d'apprendre et tout, ce qui bien sûr est une énorme erreur. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que vraiment, je n'avais pas eu l'idée. Et des fois, c'est tout bête, tu sais, on a déjà rencontré dans sa vie plusieurs fois des trucs, on s'est dit, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? C'est con, mais il faut y penser, quoi. Et ben, personne m'avait dit, lis des livres de business. Personne m'avait dit, lis des livres pratiques, il y a des pépites dedans. Et quand, tu vois, j'ai mixé ça et que je me suis mis en quête justement de bons livres, parce que je me suis dit, bon, si ces deux livres ont changé ma vision en un week-end d'un métier que je pratique depuis 8 ans, il y a peut-être d'autres livres qui sont capables de changer ma vie. Et j'ai mixé ça avec cette idée que, en fait, si moi j'ai fait cette erreur, je me suis dit, c'est sûr que des milliers d'autres personnes font la même erreur, c'est certain, hein. Et donc, je me suis dit, je vais créer un blog là-dessus, sur les bouquins, les bons bouquins, pour partager un peu la bonne nouvelle, quoi, tu vois. Et donc, c'est là que j'ai créé mon troisième blog, Des livres pour changer de vie, qui est le blog qui m'a permis de devenir blogueur professionnel, de rencontrer le succès et tout ça. Ça, c'est super. En fait, tout est bon là-dedans. Le titre, des livres pour changer de vie. Tout le monde veut changer de vie. La promesse, là vraiment, c'est en termes de copywriting, la promesse, elle est folle. Tout le monde veut changer de vie. Et je pense que tu vois, sur ça, on est tous passés par des livres pour changer de vie. On l'a tous vu. Et tous les étés, tu remarqueras, ou tu as déjà remarqué, chez Challenge ou chez Capital, Management, non, Psychologie Magazine, tous les étés, changer de vie. Tu vois, tout le temps. Tout le monde veut changer de vie. Donc, là, OK, tu as trouvé ton winner, c'est bon, c'est parti. Donc, j'imagine trafic en hausse, mais qu'est-ce Mhm. que tu vends? Qu'est-ce que tu vends Et là-dessus? donc,
Au début, je ne vends rien du tout. Là, je savais toujours pas ce que j'allais faire en tant que business model. Mais par contre, j'avais validé que le blogging, déjà, ça me plaisait. J'avais validé que ça me permettait d'atteindre une audience. Et donc, la première année, et puis voilà, comme je te dis, j'essaie toujours d'être gagnant sur plusieurs tableaux. Des livres pour changer de vie, j'avais lancé le blog avec un défi qui était de lire et de résumer 52 livres en 52 semaines d'une liste présélectionnée de bouquins qui est celle du Personal MBA. Bien sûr. C'était pour moi aussi, ce blog, une manière de me motiver à lire ces 52 livres pendant 52 semaines. Et de hacker ma psychologie en clamant au monde, parce qu'on n'aime pas avoir l'air bête publiquement, donc en clamant au monde que j'allais faire ça. Et voilà, je voulais aussi potentiellement faire un business. Je voulais aussi, en résumant ces livres, m'en imprégner davantage pour que je puisse mieux les appliquer dans mon business. C'est aussi l'intérêt, c'est que je ne me contentais pas de juste lire théoriquement, je pouvais aussi appliquer dans mon business C'est immédiatement. ça. C'est le gros avantage. Et du coup, c'était aussi un avantage pour le blog, c'est que je pouvais partager comment j'avais appliqué concrètement dans ma boîte. Tu vois. Et donc voilà, j'essaie toujours d'être gagnant sur plusieurs tableaux et il se trouve que là, j'ai gagné sur tous les tableaux que j'avais envisagés. Donc, coup de bol ou voilà. Et donc, au bout d'un an, je me retrouve avec un trafic de 500 visiteurs par jour, qui n'est pas énorme, mais pour moi, c'était déjà vraiment excellent. Donc, ça fait quoi, 15 000 par mois, quelque chose comme Ouais, du ça. 15 000 par mois, ça commence à être propre, quoi. On est content Ça quand commence à on être propre. commence. Ouais, ouais. Bah oui. Et bon, à l'époque, je gagnais quoi, 300 € par mois avec l'affiliation Amazon, la pub AdSense, ce genre de trucs. Donc, ce n'était pas non plus énorme. Et là, je me suis fait justement accompagner par Sébastien, pour le marketing. Et en gros, il m'a dit, bah, écoute, on va suivre un modèle qui fonctionne bien dans le monde anglophone, qui est que déjà, tu vas mettre des formulaires d'opt-in sur ton blog pour que les gens puissent s'inscrire à ta mailing list. Hein, c'est important. Et tu vas leur demander comment tu peux les accompagner davantage. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On a eu une petite liste de 300 personnes en un peu moins d'une semaine. Et puis, je leur ai dit, bah voilà, ça fait des mois que vous lisez des livres pour changer de vie pour certains d'entre vous. Comment je peux vous accompagner davantage? Et donc, il y avait tout un sondage. Et les gens ont dit, en gros, nous, on aimerait bien créer notre boîte. Et on sait que toi, tu as créé ta boîte. On sait aussi, parce que j'en avais parlé dans mon blog, que tu fais partie du jury d'une structure de financement entreprise. J'ai fait partie de ça pendant 8 ans. Donc, j'avais vu passer une centaine de dossiers. C'est un En peu plus, tu lis le plein de Shark bouquins. Tank. C'est un peu Alors, tu fais non. des idées, tu accordes des prêts. Oui, alors, ce n'est pas une émission de télé. Non, C'est mais un oui, vrai oui, c'est organisme un vrai qui, organisme. à l'époque, s'appelait Initiative Clé. Et maintenant, ça s'appelle juste Initiative, voire même Flandre Initiative. Je ne sais plus exactement. Enfin, ils ont un peu muté. Mais en fait, c'est un organisme d'État financé par plein de choses, mais notamment par le gouvernement, qui accorde des prêts qui sont donneurs, c'est-à-dire que si jamais tu te plantes, tu n'as pas besoin de le rembourser, tout ça, à des entreprises qui en ont besoin, surtout des petits business. Moi, j'étais passé par eux d'ailleurs pour me faire financer, entre autres, hein, et ils ont plein de, puis voilà, ils apportent plein de valeur aux créateurs d'entreprises. D'ailleurs, j'ai revu là Grégory Retz, le directeur, récemment, quand je suis passé à Lille, et je lui ai dit, là, on a quand même un excellent exemple d'une très bonne utilisation des fonds publics, parce qu'ils récupèrent quelque chose comme 98% des prêts qu'ils donnent, quand même, ce qui est énorme. Donc, c'est même pas, si tu veux, de la dépense, tu vois, mais ça crée des milliers d'entreprises, quoi. Donc, là, on a vraiment un excellent effet de levier sur l'argent public. Donc, moi, je suis plutôt libertarien, je suis plutôt voilà, du côté de la liberté, tout ça. J'aime pas trop que le gouvernement interfère avec mes trucs, mais il faut dire quand même que des fois, c'est bien utilisé, tu vois. C'est juste une petite parenthèse. Et donc, Sébastien, L'accompagnement, le on fait le lancement, sondage. ouais. On fait le sondage. Comment Et aller en plus gros, loin? donc, ils me disent, on aimerait bien créer notre boîte, on procrastine, est-ce que tu peux nous aider? Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bien sûr, je peux vous aider. J'ai pas mal d'expérience dans le domaine. Et donc, j'ai créé ma première formation qui s'appelait Agir et réussir en 2009. Fin 2009. Et donc là, qui a cartonné, qui était une formation sur comment créer un business, mais un business classique, j'ai envie de dire, pas un business Internet. Tu pouvais utiliser pour créer un business Internet, mais vraiment, on partait sur l'idée, tu vois, étude de marché, quelle structure C'est ça. faire, comment lutter contre la procrastination. Enfin, c'était… Les règles voilà. valables et le mindset. Ouais, exactement. Et donc, ça a cartonné puisque du jour au lendemain, le chiffre d'affaires du blog est passé de 300 à 3 000 €. Et puis rapidement, après, j'ai fait un gros lancement. Et je suis passé, le blog est passé à 14 000 € par mois. Donc, un vrai chiffre d'affaires d'entreprise, de TPE, ce qui m'a donné la confiance pour revendre sous forme de 3 portefeuilles clients le premier business et puis de commencer à voyager partout dans le monde parce que c'était aussi mon rêve d'avoir C'est le but, un ouais, bah business oui. web et de pouvoir voyager, tu vois. Canon.
Canon, Canon. Donc là, on est 2009. OK, ça se lance. On imagine un peu de, bon, s'il y a du Sébastien, le marketeur français, il y a du Jeff Walker, il y a des lancements, il y a des produits Absolument. qui cartonnent. Et comment on en arrive? Comment on en arrive? Là, j'avance un peu, peut-être rapidement. Comment on en arrive au livre? À quel moment tu te dis, Hmm. il me faut un livre, j'ai envie d'écrire un livre, ce serait intéressant. Comment l'idée, elle germe? Bah, excellente question. Donc, tu vois, j'étais vers mi-2012 et là, donc, je suis en train de vivre mes rêves, mais même mes rêves les plus fous. C'est-à-dire que je gagne bien plus d'argent que ce que je peux en dépenser. Moi, je suis plutôt minimaliste, tu sais, j'ai pas besoin de grand-chose. Je voyage 6 mois par an, j'inspire des milliers de personnes et je me dis, waouh, c'est génial. Mais en même temps, tu vois, c'est un endroit où tu peux sentir un certain vide parce que tu te demandes ben, quelle est la prochaine étape en fait. C'est J'ai déjà ça. tout ce dont j'ai rêvé. Quelle est la prochaine étape? Et la pyramide de Maslow m'a inspiré, puisque les deux derniers échelons, en gros, c'est la réalisation de soi et puis l'apport de valeur au monde. Et je me suis dit, mais comment je peux me réaliser encore plus et apporter encore plus de valeur? Et j'ai toujours rêvé d'être auteur. D'ailleurs, j'ai même publié une nouvelle de science-fiction dans un recueil il y a quelques années, en 2006. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais tellement accomplir ce rêve d'être auteur. Alors, moi, à la base, je pensais être auteur de fiction, mais écrire un livre pratique, ça m'allait très bien aussi, hein. Et je me suis dit, mais je vais essayer de me réaliser en réalisant ce rêve de gosse, hein, finalement, en créant mon chef-d'œuvre et en créant le guide que j'aurais aimé avoir quand j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première boîte. Parce que j'ai fait tellement d'erreurs, si tu veux, et j'ai perdu tellement de temps que bah, c'était horrible, quoi. Enfin, avec le recul, tu vois. Ouais, bien sûr. Déjà, rien que le fait, si j'avais eu l'idée de lire des bouquins de business, je ne sais pas combien d'années j'aurais gagné, mais au moins 5, tu vois. Enfin, je ne sais pas, mais c'est clair. Donc, je me suis dit, je vais créer le guide que j'aurais aimé avoir et qui m'aurait évité de faire, peut-être pas toutes les erreurs, mais beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, j'ai même failli planter la boîte au bout de 6 mois après la création parce que je ne savais pas comment acquérir de clients efficacement. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu l'idée, en fait. Il y avait aussi, enfin, ça, c'était une des choses. Il y avait aussi Leduc qui m'avait déjà contacté puisqu'ils étaient tombés, ils ont édité Getting Things Done, tu vois, en français. Et le fondateur, Stéphane Leduc, était tombé sur ma chronique dans Des livres pour changer de vie. C'est aussi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, un gros avantage d'avoir un blog et Une l'écosystème qui va plateforme, avec, hein, ouais, donc la bien chaîne YouTube et sûr, tout ça, bien c'est sûr. que souvent les éditeurs viennent te voir, en fait. Tu n'as pas besoin de les démarcher. Donc j'avais rencontré Stéphane, on avait bien sympathisé. En plus, on faisait tous les deux partie du CJD à l'époque, le Centre des jeunes dirigeants. Et donc, on était partis sur l'idée que j'allais écrire un bouquin à un moment. Donc, il y avait aussi ça qui me trottait dans la tête. Donc, voilà. En gros, tout se met en place et je me dis, bon, bah, je vais écrire je fais un plan du livre et je me dis, je vais faire un livre où je vais montrer les limites du système éducatif parce que pour montrer qu'on peut réussir sans diplôme, puisque Bien voilà, c'est ce sûr. que j'ai fait, même si je n'avais pas l'idée de démonter le système non plus, hein, de dire qu'il faut absolument quitter l'école. C'est pas ça que je dis dans Il mon faut un livre et c'est pas ennemi, ça. il faut un adversaire. Ouais, mais bon, voilà, c'est voilà. Donc effectivement. Et puis comment créer une boîte au service de sa vie. Voilà, c'était vraiment les deux grandes idées. Et puis donc j'ai proposé le plan aux éditions Le Duc qui ont accepté. On a signé le contrat en décembre 2012 et je devais rendre le manuscrit en mai 2013. Et Là, je je l'ai crois qu'il rendu y a un problème. en mai 2016. Donc j'ai eu un petit peu de retard, mais voilà. C'est ça. Comment, alors là, pour le coup, on veut bien tes excuses, tu sais, pour tous ceux qui doivent rendre des livres. C'est quoi les excuses? C'est j'ai perdu mon ordinateur, mon chien a Non, non, mangé non. les touches. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon chien a mangé et tout. Non, bah, tu peux pas faire des excuses pendant 3 ans. Non, non, bah, écoute, je leur ai dit, c'est un gros projet, ça prend plus de temps que prévu. Je leur envoyais le manuscrit quand même régulièrement, hein, donc ils pouvaient voir que j'étais pas juste en train de boire des pina coladas sur la plage Ouais, et que je bossais vraiment dessus. Mais je leur ai dit, voilà, c'est un projet ambitieux, plus ambitieux que ce que je pensais au départ. On a été un peu trop optimiste sur la date. Voilà, et puis je fais plein de recherches. Regardez, il y a plein de références scientifiques. Il y a c'est plus de ça. 400 références scientifiques dans le livre, hein. Donc voilà, ça va prendre du temps. Bah, ils m'ont jamais reproché quoi que ce soit, ni me demandé d'accélérer, rien du tout. Ils m'ont laissé travailler à mon rythme et c'est très important pour moi. Je crois que ça, c'est plutôt une qualité des bons éditeurs. Absolument. Être on time, c'est important, Oui. mais au final, ton bouquin, il a très, très bien trouvé sa place. Il arrive au bon moment. Tu aurais préféré qu'il arrive un peu avant? Tu penses que ça aurait peut-être encore mieux marché avant? Écoute, c'est une bonne question. Je t'avoue que je ne sais pas. En tout Ouais, cas, là, là, on il est est dans arrivé des au moment où il est multiverses. arrivé.
Ouais, voilà, il arrivait au moment où il arrivait. Je pense que si j'avais, là, avec le recul, je pense que je prendrais moins de temps avec l'expérience que j'ai accumulée aujourd'hui pour l'écrire. Mais avec l'expérience que j'avais, j'ai aussi fait une erreur, si tu veux. Quand je disais tout à l'heure que je voulais créer mon chef-d'œuvre, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, hein, loin de là. Bien sûr. À chaque fois que je le relis, je vois des trucs à améliorer. Mais disons que j'ai tout donné pour vraiment faire en sorte que ça soit le mieux possible, quoi. Mais j'ai quand même fait une erreur qui est assez classique pour les premiers auteurs, qui est que j'avais peur de ne pas donner assez. Et Et du coup, ouais, j'ai donné trop, parce trop. que la première édition, c'est vraiment un gros pavé, hein. Même la deuxième, mais la première, il y avait 220 000 mots, c'est énorme, hein. C'est absolument énorme. Et voilà, et la deuxième édition, elle a 200 000 mots. Et le manuscrit français que j'ai écrit pour la version en anglais, il est à 150 000 mots. Donc, c'est la version la plus épurée, j'ai envie de dire. Avec le recul, j'aurais mis moins de temps à l'écrire. Mais en même temps, j'avais besoin de passer tout ce temps parce que je n'étais pas non plus à temps complet dessus. Je laissais aussi le temps aux idées d'infuser. Je laissais aussi, je rencontrais des gens et je leur parlais de mes idées. Il y avait ma chaîne YouTube dans laquelle je partageais les choses et j'avais les retours de mon audience. Donc voilà, il fallait laisser le temps aux choses d'infuser. Et je ne suis pas sûr que si j'avais été plus rapide que le livre aurait eu autant de succès. Ok, ok. On est en 2016, donc quand il sort, non, 2017, 2016. Il sort en Non, 2016. septembre 2016, oui. Ok. Et là, donc, on peut toujours retrouver, on parlait au début de l'interview de ta super vidéo sur comment écrire un best-seller où tu es là, super énergique au début, genre yes, 35 000 exemplaires. Haha. On est bien plus loin maintenant. On a passé la barre des 100 000. Comment tu as accueilli la nouvelle? Comment tu as eu la nouvelle? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, bon, les 100 000, ce n'est pas non plus une grosse surprise. Ça fait un moment que moi et mon éditeur, on savait que on allait l'atteindre. On ne savait juste pas quand C'est exactement. ça. Parce que tu peux quand même voir, si tu veux, les tendances. Mais oui, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle très bien, avant la sortie du livre, de dire à mon éditeur, je suis sûr qu'on va faire 10 000 exemplaires, mais je ne sais pas si ça va être en 3 mois ou en 3 ans. Ok. Et l'ironie, c'est que ça a été fait en 3 semaines, les 10 000 exemplaires. Ça, c'était marrant quand même. Ça, c'est bon. Euh, Ça reste sur du 3. C'est juste un OK. Ouais, c'est drôle. Changement d'échelle. Donc voilà, je ne savais pas du tout quel a été je n'avais pas prévu le succès à ce point-là, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, 100 000, ça fait super plaisir, c'est sûr. Parce que c'est Il n'y a rare. pas, il y a pas C'est beaucoup un petit d'auteurs qui club, peuvent hein. Ben atteindre. oui. Non, il n'y a pas Il n'y a beaucoup pas d'auteurs qui beaucoup peuvent atteindre ce d'auteurs qui chiffre. peuvent atteindre ce chiffre en un, mais Non. en deux surtout. Là, tu vois, je vais encore diviser la catégorie. C'est autant un Goncourt, il va aller te les taper facilement. Là, on parle de livres pratiques, on parle de livres Hmm. business. Et c'est pour ça que là, moi, je suis encore plus admiratif parce que claquer un best-seller sur ce domaine-là, c'est très, 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 très fort. Alors du coup, la question pour nos spectateurs qui regardent, OK, Olivier, mais comment tu arrives à ça? Parce que, OK, j'imagine qu'en un, le contenu doit être hyper important. Ça, on l'a compris, tu as passé 3 ans. Alors, tu aurais pu peut-être passer un peu moins de temps, tu en as trop donné, tu aurais peut-être pu en donner moins. Donc, le contenu doit être béton. OK, fine, ça, on va considérer que c'est le premier conseil. Mais Pour moi, en c'est la base, deux, hein. comment tu Ouais. fais qu'est-ce que tu as fait comme promo? Est-ce que tu peux partager deux, trois techniques pour aller chercher Oui, bien plus sûr. de ventes? Il y a un point avant ça qui est important, au-delà même de la qualité du contenu, c'est que vous avez davantage de chances de faire un best-seller si dès le début, c'est votre intention. Et ça ne veut pas dire que c'est une garantie, bien sûr, mais c'est juste que c'est une question de chance, quoi, enfin d'opportunité. Vous avez davantage de chances d'avoir un best-seller quand vous vous dites dès le début, OK, je vais avoir un best-seller et je vais mettre tout ce que je peux pour le faire, ou si vous dites, bon, je vais écrire un bouquin et si c'est un best-seller, c'est bien. Non, c'est sûr que vous aurez davantage de chances dans le premier cas. Donc, c'est vraiment démarrer avec cette intention et pas seulement l'intention d'avoir toutes les actions qui sont alignées derrière par rapport à cette intention. Donc, moi, je savais que j'allais utiliser tout ce que je savais et tout ce que je ne savais pas encore pour faire de ce livre un best-seller. Deuxième chose, effectivement, c'est implicite dans ta question, mais tu vois, il y a aussi une erreur classique que font les auteurs, c'est de se dire qu'une fois qu'ils ont terminé le manuscrit, ils ont terminé leur boulot. Énorme C'est ça, et erreur. ça c'est faux, c'est clair. Tu sais, ça c'est un truc. Alors, je sais plus. Là, j'ai un vrai problème de mémoire. Je ne sais plus où j'ai lu cette anecdote, mais c'est Tom Cruise qui expliquait. Ok, fine, tourner le film, c'est bien, mais la réalité du taf, c'est les 6 mois de promo derrière. Tu vois. Et ben Schwarzenegger dit ça dans sa biographie Total Recall. Alors peut-être que Tom Et Cruise c'est l'a dit peut-être aussi, je ne sais lui. pas. Tu vois, voilà. Ouais. Mais bon, peu Je sais importe. plus d'où je l'ai Effectivement, lu. il a un passage où il dit exactement ça. Et quand, d'ailleurs, je le cite dans mon livre. Mais voilà, c'est tellement une erreur dramatique. Les gens croient que c'est leur éditeur qui vont faire le boulot de promotion. Mais les mecs, vous ne vous rendez pas compte. Même si l'éditeur, il est super cool, qui vous adore et tout ça, qui fait de la promo, il va faire peut-être 5% de ce que vous allez faire.
Parce que voilà, il faut le comprendre. Lui, il a des milliers de livres à son catalogue. Votre bouquin, c'est juste un livre parmi d'autres. Ok. C'est ça. Et même si vous êtes l'auteur star, si vous êtes l'auteur star, vous allez déjà avoir un peu plus de budget et de promotion. Mais même ça ne suffit pas. Euh, En fait, il faut être schizophrène. C'est-à-dire qu'il faut être dans un état d'esprit où vous allez agir comme si votre éditeur n'existait pas, mais en même temps, essayer de l'impliquer un maximum. Donc voilà, mais ne rien Alors, attendre de lui, en fait. Ne dans rien attendre de l'ordre, lui. donc quand tu dis on fait comme s'il n'était pas là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on Ça veut dire contacte que la tu n'attends planète rien. entière, qu'on va frapper à toutes les portes. Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu dois faire comme si c'est toi qui allais faire tout le boulot de promotion. Mais en même temps, tu as cette schizophrénie de te dire, bon, je vais quand même l'impliquer, je vais le motiver pour qu'il fasse au maximum sa part, tu vois. Mais tu n'en attends rien de spécial, tu vois. Voilà. Parce qu'il peut quand même apporter des choses, tu vois. Il peut t'apporter un attaché de presse qui va te permettre d'avoir certains placements dans les médias. C'est important de bien choisir l'éditeur d'ailleurs parce que ni trop gros ni trop petit. Si tu es trop gros, tu es un petit poisson, tu vas être noyé dans la masse. Si tu es trop petit, il ne va pas avoir assez de distribution, pas assez de poids. Pour moi, les éditions Le Duc, c'était vraiment idéal. Parce que voilà, il peut aussi bien négocier avec les différents libraires pour les placements, c'est important. Après, si tu es un nobody, c'est pas facile, mais il y a moyen de moyenner. Et voilà. Mais bon, l'essentiel du travail, c'est toi qui le fais. Bien sûr. Alors, et tu vois, je réfléchis, ok, l'essentiel du travail, c'est toi qui le fais, mais Donc, ça, qu'est-ce que j'ai fait pour promouvoir? voilà, Bah, écoute, bon, déjà, avoir une plateforme, ça aide quand même, hein. Et je dis toujours aux auteurs qui n'ont pas de plateforme, bah, profitez de votre temps d'écriture pour faire des vidéos, par exemple, sur les sujets que vous abordez dans votre livre, pour déjà eh bien, fédérer une communauté de gens autour de ce contenu-là, qui vont donc forcément être intéressés par le contenu de votre bouquin, puisque vous en avez parlé dans les vidéos. Vous pouvez même faire des articles. Après, le but, c'est pas non plus de divulguer tout le bouquin c'est ça, avant, pour éviter mais la why not, à la redite. limite. Même ça, à la limite, c'est pas très important, quoi. Et les gens qui m'ont suivi sur ma chaîne YouTube pendant des années, bon, il y a plein de points dans le bouquin que j'avais déjà abordé dans mes vidéos, mais là, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus recherché, avec des références, etc. Et puis, bon, même, on sait bien qu'une des clés de l'éducation, c'est la répétition. Donc, c'est pas forcément un problème. Voilà, essayez de fédérer une communauté parce que ça va vraiment être ultra important pour le succès de votre livre. Et faites en sorte vraiment d'essayer d'avoir un maximum de ventes au moment de la sortie du livre pour simplement que les libraires prennent note et vous placent un petit peu mieux. Parce que en France, et même dans le monde francophone de manière générale, c'est pas comme aux États-Unis. Je vois beaucoup d'infopreneurs qui font encore cette erreur aujourd'hui, qui est de pousser les ventes sur Amazon. Mais c'est une énorme erreur. Amazon, c'est 15% du marché en France. C'est pas comme aux États-Unis où ils ont 50%. Donc, si votre livre, vous le placez sur Amazon, bah, ça fait à chaque fois que quelqu'un achète le livre sur Amazon, c'est un livre qui n'est pas vendu par un libraire physique. Or, aujourd'hui, l'extrême majorité des livres sont encore achetés dans les librairies physiques. Je sais que ça peut paraître hallucinant, mais en France, en tout cas, c'est comme ça. Belgique, c'est pareil. Suisse, je ne sais pas, mais je pense que oui. Même le Québec, hein. Donc, vous tirez une balle dans le pied en faisant ça. Parce que votre job en tant qu'auteur, c'est de faire en sorte que le libraire il soit heureux de vendre votre livre. Il soit heureux. Et donc, vous devez faire en sorte que les gens aillent en librairie. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'offrais une formation pour toutes les personnes qui allaient acheter le bouquin dans une librairie physique. Donc, on leur demandait d'envoyer une photo du ticket de caisse, tout simplement, et puis on leur donnait accès. Et on m'a même, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a du coup des lecteurs qui m'envoyaient des anecdotes du genre, oui, moi j'ai été voir ma petite librairie de quartier, du coup elle a commandé le bouquin et je lui ai dit que vous insistiez pour acheter le livre dans une librairie physique, elle a pleuré. Tu vois, elle a Canon, pleuré. Donc c'est c'est parfait, c'est génial, tu génial. vois, c'est génial parce que du coup, c'est ça. Et vous créez une sorte de légende dans l'esprit de plein de libraires qui vont toujours du coup se rappeler de votre livre jusqu'à la fin de leur vie. À chaque fois qu'ils vont tomber sur la couverture, ils vont se dire ah mais c'est ce bouquin-là où l'auteur a insisté pour qu'on vienne chez moi l'acheter et tout. Et vous avez du coup, vous mettez des centaines, des milliers de personnes, de points de vente dans votre poche, pas dans votre poche, mais en tout cas voilà, qui vont vous considérer avec sympathie. Et ça c'est important. Pareil pour les signatures, les dédicaces. Les dédicaces, c'est pas scalable. La plus grosse dédicace que j'ai fait, c'était le jour de la sortie du livre à la Défense, au Cultura de la Défense, donc à Oui. Paris, hein. Et là, tu signes pendant Qui, 3-4 heures, tu finis, tu es ah en bah sang, oui, oui. t'es Donc mort. il y avait 200 personnes qui sont venues. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps. La librairie a fermé avant qu'on ait eu le temps de faire, donc on a tout fini dans un bar. Bon, après j'ai fait Lille, 100 personnes, Lyon, 100 personnes, c'est bien. Mais bon, déjà, oui, c'est bon. Moi, j'ai adoré. Si tu rencontres ton audience, c'est extraordinaire. Mais c'est sûr que tu peux pas faire ça non plus tout le temps, parce que ça prend du temps. Voilà, Ça ça te prend beaucoup fatigue de un peu le temps, c'est poignet. peu rentable. On n'a pas Mais parlé de ça. c'est important de le faire.
surtout avec une audience sur le web, tu peux facilement mobiliser quelques dizaines de personnes ou plus. Quand j'ai fait donc cette dédicace à 200 personnes au Cultura, le directeur est venu me voir et il avait le sourire comme ça. On aurait dit qu'il avait pris l'ecstasy, il était là. Trop Tu vois, bien. il m'a dit, waouh, c'est vraiment incroyable. En plus, pour une première sortie de livre, vous avez jamais sorti de livre avant et tout. Il me dit, vous savez, les frères Bogdanov, ils sont venus la semaine dernière. Il y avait 50 personnes. Il y avait 50 personnes à tout casser, tu vois. Ouais, Parce que donc les frères Bogdanov sont plus connus que moi, mais ils avaient pas la formule magique. Ils ont pas de plateforme sur le web. En tout cas, à l'époque, ils en avaient pas. Je sais pas c'est aujourd'hui. ça. Et du coup, ils savaient pas mobiliser les gens, et vraiment, tu vois. Donc, ils comptaient un peu sur des personnes qui passaient par hasard et qui les reconnaissaient. Et donc voilà. Et moi, j'avais pas besoin de ça. Si j'avais attendu que les gens me reconnaissent, je sais pas, il y aurait peut-être une grand-mère qui serait passée par hasard, tu vois, Ouais. qui m'aurait reconnu. Mais là, j'ai dit à mon audience, je serai là. Donc, il y a des gens qui sont venus en masse, tu vois. Et donc, ça, c'est important pour créer toujours cette légende dans l'esprit du libraire. Toujours. Tu vois, c'est Stéphane, le directeur des éditions, enfin le dirigeant des éditions Luc. Maintenant, il a revendu, mais voilà, à l'époque, il était. Il m'a dit, tu sais, pour un libraire, si tu arrives à vendre 100 exemplaires d'un livre en une journée, il va s'en rappeler toute sa vie de ton livre. Toute sa vie. Il faut se C'est rendre compte ça. aussi de ça, tu vois. C'est parce que c'est Donc, rare, parce que c'est un carton, tu vois, ça représente un bon gros carton, il est content. Il est ouais, content. exactement. C'est pas tous les jours, vu les chiffres, quand on regarde les chiffres des ventes, et toujours on revient, hein, on parle de livres pratiques, on parle de livres business, c'est pas des volumes qui sont habituels. On peut faire des bons démarrages avec, enfin, tu vois probablement un peu tout ce qui sort, tu vois toutes les sorties, tous les experts, tous les coachs. Parfois, tu te positionnes numéro un avec une cinquantaine d'exemplaires vendus et basta. Ce n'est pas des Mm. gros volumes, hein. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus impressionnant. Donc ça c'est des très bonnes techniques. Ouais. Être sympa avec le libraire. D'accord, ça, on va le retenir. Et du coup, donc, toi, tu estimes qu'aujourd'hui, tu es encore en phase de promo pour ce livre qui est sorti en 2016? Bah, on l'est toujours un petit peu. Après, bon, tu peux pas non plus mettre la même quantité d'efforts que pour la sortie pendant des années. Puis le but, quand même, c'est que la qualité du contenu fasse qu'il y ait du bouche à oreille, tu vois. Bien Et sûr. même avec mon audience, j'aurais jamais pu atteindre les 100 000 exemplaires s'il n'y avait pas eu du bouche à oreille, c'est certain. Ouais. Mais oui, quelque part, tu l'es toujours. Tu peux, bon, déjà, un livre qui a du succès, bah forcément, les gens, tu vois, font des interviews comme là où Bien te posent sûr. des questions. Voilà. Mais oui, régulièrement, je partage du contenu qui est lié à ce livre. Après, il y a aussi les nouveaux formats. Il y a la deuxième édition qui est sortie avec une préface de Xavier Niel en 2019. Tu vois, ça permet de relancer l'intérêt. On a tous les ans, on fait une petite promo sur la version Kindle, enfin la version numérique, puisque bah, là, il n'y a pas de coût d'impression, Bien donc sûr, on peut le pour la faire. rendre plus accessible avec Euh, un tarif un peu plus bas, d'accord. voilà, il y a comment Le carnet? le- alors oui, à J'y réussir, c'est encore un autre sujet, mais il y a la version BD qui sort là dans quelques mois, en octobre 2021. Et qui va probablement toucher un nouveau public et relancer les ventes du livre aussi. Et puis, bien sûr, il y a la version en anglais qui est d'ailleurs est C'est ici. ça. C'est Là, tout le sujet de cette interview, voilà. le fameux Donc 100 ici, 000 là, plus The voilà. Way of the Intelligent Rebel, la Voilà. manière de bosser des rebelles intelligents. Les rebelles intelligents, c'est le nom qu'Olivier donne à sa communauté, à tous ses followers, tous ses spectateurs et spectatrices, des rebelles, ok, qui ne veulent pas faire comme à l'école, mais intelligents. Ça, c'est Ouais, important. c'est important Comment parce t'es qu'on. arrivé avec ce nom? Ah, c'est une bonne question. Je t'avoue que là, il faut que je me rappelle, ça fait des années que j'utilise ça. Mais en fait, c'est quand j'ai défini l'avatar du livre, donc la personne type qui allait être intéressée par ce livre, il y a ce nom qui est venu au bout d'un moment, parce que je me suis dit finalement, c'est quoi, quel serait le nom qui distille vraiment l'essence de la communauté à laquelle je m'adressais. C'est ça, c'est le rebelle intelligent qui est sorti. Et ça n'a pas été, ça c'est pas venu tout seul. On peut retrouver on peut faire la généalogie ou l'archéologie sur ma chaîne, puisque je démarrais souvent mes vidéos en donnant un nom à mon public. Pendant longtemps, je disais salut les gens qui se bougent. Et ça, c'était avant que je trouve les rebelles intelligents. Et à un moment, j'ai pivoté sur les rebelles intelligents, donc on pourra retrouver la date. Et voilà, enfin, c'est venu naturellement. Je me suis dit quels sont. Alors, à la base, je me suis pris entre autres comme exemple, mais pas, j'ai pas voulu me prendre uniquement comme exemple, bien sûr. Je voulais vraiment pouvoir aider un maximum de personnes. Mais voilà, je me suis dit, on est rebelle, mais ça ne suffit pas d'être rebelle. Si on se rebelle de manière bête et méchante, ben voilà, je C'est sais pas Lorenzo moi. Lamas sur sa moto. Non, nous, on veut un rebelle avec
des lunettes, un rebelle intelligent, c'est ça. Bah, tu peux hacker le système de manière intelligente. Et puis, tu peux être rebelle en étant, je sais pas, un voyou, un bandit, tu vois, quelqu'un qui apporte pas de valeur à la société. Et l'idée, c'est pas ça non plus. On veut contribuer à la société, mais à notre manière. Canon. Alors, deux questions avant de terminer, Olivier, parce que ton temps est précieux et tu dois vaquer vers une autre interview juste après. Donc, on va clôturer assez rapidement. Question de copywriting. Comment tu as trouvé le titre US? Comment c'est venu? Comment ça a été travaillé, cette histoire? Parce qu'il y a quand même un gap entre tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études et un titre beaucoup plus court, US, qui claque. Oui, C'est quoi le travail? bah, déjà, c'est venu d'une frustration, c'est que malheureusement, le titre, quand tu le traduis littéralement en anglais, il n'a pas du tout le même impact en anglais. En français, il est excellent ce titre parce que c'est dur de pas pour quelqu'un qui voit le titre de pas prendre le livre dans ses mains pour au moins voir de En quoi ça disant, parle. c'est Parce que quoi? bah oui, ça paraît tellement contraire à tout ce qu'on nous a dit toute notre vie qu'on se dit waouh. Mais en anglais, ça passe pas aussi bien. En partie parce que culturellement, ils ont moins cette idée d'échouer à ses études. C'est ça. Bon, en tout cas, mais tous mes amis américains, canadiens, britanniques, australiens, tout ce que tu veux, m'ont tous dit non, ça passe pas du tout. Donc, il fallait trouver un titre. Et j'ai fait beaucoup de brainstorming avec mes amis entrepreneurs américains, enfin anglophones. J'ai demandé à mon audience. Il y a eu plein de choses et au final il y a eu trois titres qui ont été shortlistés. Donc il y avait The Way of the Intelligent Rebel, il y avait juste The Intelligent Rebel et puis il y en avait un autre dont je me rappelle plus. Là j'ai un trou de mémoire. Bref, et donc au final j'ai sélectionné The Way of the Intelligent Rebel après avoir fait des tests sur Facebook AdWords et aussi un service qui permet de faire un sondage auprès de plusieurs centaines de personnes pour pas cher, je ne sais plus quel est le nom de ce service, mais en gros, c'était The Way of the Intelligent Rebel qui avait le plus de clics d'interaction et que les gens ont le plus plu. Et pour la couverture, c'est pareil, on a testé Canon, et, ouais, différentes et sur le couvertures. symbole, du coup, sur le symbole, c'est toi ou ça t'a été soufflé ou Non, tu l'avais depuis longtemps? mon éditeur américain m'a proposé plusieurs couvertures. Je les ai testées avec le même processus, hein, audience, AdWords, Facebook, tout ça. Et c'est celle-là qui avait le meilleur click-through rate et les meilleurs retours. Donc, c'est celle qu'on a pris, tout simplement. Ça, c'est aussi une autre astuce, hein, tester vos idées sur le terrain. Et c'est aussi l'avantage d'avoir une communauté. Et il y a un petit budget pub pour pouvoir voir quels sont les visuels qui fonctionnent le mieux, etc., etc. Canon, canon, canon. Écoute, peut-être une dernière question, un peu inspiration. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour toi? Comment tu retrouves des sujets? Et alors, attends, récemment, j'avais maté une interview, je crois, de Mark Manson, ma foi. Mhm. Mark Manson dans un canapé en mode déprimé, en train d'expliquer que à la suite du succès, salut, youpi, on tape 1 million, puis 2, puis 10 millions à travers le monde. Et il raconte qu'il a passé 3 mois, 4 mois, le cul dans le canapé devant sa console à jouer à Zelda parce que gros down, quoi, parce qu'il est monté tellement haut que waouh, mais c'est quoi le prochain cap du coup? Bah, oui, bah, c'est un Du coup, je te problème pose courant, on la va dire. question. Ouais, voilà, c'est un problème de riche quand même. C'est un Ouais, problème oui, de mec successful. c'est clair. Bon, on va pas non plus faire pleurer dans les chaumières avec ça, hein, mais c'est vrai que non, mais ça peut être un problème quand même non négligeable. Et l'idée, c'est de trouver, c'est ce que j'ai fait finalement avec ça, c'est de trouver un projet qui va te redonner le feu sacré. Idéalement, il doit être challengeant, te faire sortir de ta zone de confort et puis se connecter aux derniers échelons de la pyramide de Maslow. Mais bon, tu n'es pas obligé d'avoir tous les critères, hein. Et voilà, donc moi, ça m'est arrivé là, fin d'année dernière, où pareil, je me disais, bon, c'est quoi l'étape d'après? Et là, j'ai décidé de faire un 10x, donc de multiplier par 10 le chiffre d'affaires de l'entreprise en 5 ans, Ok. sans sacrifier mon style de vie et tout ça. Et c'est un projet que je trouve passionnant parce que voilà, il faut scaler tout, quoi, hein, les équipes, les process, les produits et tout. Et c'est pas vraiment pour l'argent, c'est juste que l'argent, quand tu es entrepreneur, c'est un peu comme les points dans un jeu vidéo, quoi. C'est comme ça que tu mesures Réussite, ouais, bah, ouais. ton succès et ta corrélation au terrain, quoi, finalement. C'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est difficile de rester dans sa tour d'ivoire et de s'imaginer des compétences que tu n'as pas parce que tu es complètement connecté au terrain. Et au final, quand tu regardes le succès de ta boîte concret, voilà, c'est
c'est des chiffres, quoi. Ça ment pas. Ça C'est ment pas. ça. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Et j'ai voilà, le projet de la BD. J'espère bien faire de la version en anglais un best-seller aussi. Mais le problème, c'est que il y a des différences culturelles. Là, j'ai demandé à mon éditeur américain, du coup, il faut faire combien de ventes? Parce qu'en France, on considère que c'est à partir de 10 000 exemplaires que c'est un best-seller. Là, je leur ai dit, c'est que c'est à partir de combien de nombre vendus de livres que c'est un best-seller aux États-Unis. Et là, ils m'ont dit, ah bah non, on ne raisonne pas comme ça. Nous, il faut 5 000 exemplaires en une semaine. Ok. Je leur ai dit, donc c'est-à-dire que si le livre il fait 1 million de ventes sans jamais faire 5 000 par semaine, juste avec sur le long cours, c'est pas un best-seller. Donc là, on est en train de discuter, mais ils n'ont pas cette même notion parce que Ouais, pour eux, un best-seller, c'est un bouquin qui est rentré dans la liste de best-sellers du New exactement. York Du New Times, du York Wall Street Times, Journal, et c'est exactement. un certain nombre de ventes Par semaine. dans une semaine. Ouais. Donc, voilà, c'est marrant, on se voit un peu les différences de point de vue là-dessus. Mais bon, on va dire que si déjà, premier objectif, 10 000 exemplaires, ça serait déjà pas mal, en sachant que j'ai un énorme handicap, c'est que mon audience en anglais, elle est minuscule Ouais. et que donc, ça demande beaucoup plus d'efforts. Enfin, disons que les résultats par rapport aux efforts, le ratio n'est pas aussi beau qu'en français, c'est sûr. Mais en tout cas, bon, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs français qui se font Mais traduire c'est ça. en anglais. Donc, c'est déjà une belle aventure. Et puis, après, j'ai 2 autres idées de livres là. Que je me mettrai À à faire. garder. Ok. On garde au chaud tranquillement. Allez, 30 dernières secondes. Un conseil pour jeune auteur, jeune auteureux. Quel conseil on donne à quelqu'un qui veut se lancer et écrire son premier bouquin? Alors, Stephen King, il a écrit un livre sur l'art d'écrire Bien sûr. qui est Écriture, mémoire et métier, que je recommande à tous les gens qui veulent écrire. Et il dit, à un moment, il y a ce passage magnifique dans ce bouquin, il dit, en substance, je peux vous donner tous les conseils du monde, il n'y a rien qui remplace le fait d'écrire un mot après l'autre. Donc, il a raison. Tu vois, c'est comme pour tout. Ça peut être une manière de procrastiner que de trop aller lire des bouquins sur comment écrire, suivre des conseils, tout ça, sans écrire. Donc, c'est important d'avoir cette gymnastique, d'écrire régulièrement et de faire un mot après l'autre. Et du coup, forcément, le livre va s'écrire au bout d'un moment. Canon. Olivier, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu rappelles où on peut te trouver? Le point de contact le plus que tu préfères, c'est quoi? C'est YouTube, c'est Twitter, Oui, écoute, c'est… il y a la chaîne YouTube Olivier Roland, il y a mon blog des livres pour changer de vie. Enfin, si vous tapez mon nom dans Google, Bien sûr, on il y aura pas mettra tout trop, vous ça aurez pas trop de. dans les commentaires sous la vidéo. Encore un grand, grand merci d'avoir été… Si tu me permets, je Bien fais une petite même sûr. parenthèse publicité puisque je viens juste de lancer un nouveau podcast qui s'appelle Les Rebelles Intelligents, dans lequel j'interviewe des rebelles intelligents. Donc voilà, pour les gens qui veulent découvrir des gens qui hackent le système de manière intelligente, ils peuvent aller voir. Eh bien, canon, les rebelles intelligents. On mettra ça aussi, le lien du podcast juste en dessous. Merci encore d'avoir pris de ton temps. On te souhaite une grande, grande, grande bonne chance et beaucoup de beau boulot pour aller taper les 5000 exemplaires par semaine et rentrer dans la liste des best-sellers du New York Times. Et puis, quant à vous, chers spectateurs, je vous dis merci d'avoir été attentifs. J'espère que les conseils d'Olivier vous serviront pour écrire vos bouquins, pour faire du 10 fois comme lui, un petit fois 10 sur les 5 ans à venir. On en reparle en 2021, on en reparle en 2026. On prend rendez-vous avec Olivier. On se reparle peut-être avant 2026 ou en 2026 et on verra comment il a mis tout ça en place pour arriver à ces résultats. Merci à tous. Je vous dis à très vite sur la chaîne du copywriting en français Les mots magiques. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Ciao.